Bonjour à tous. Nous poursuivons notre étude de JPA, Java Persistence API, et j'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser un mapping d'une relation d'héritage en base de données. Alors comme d'habitude, j'ai préparé un petit exemple, donc je vous invite à prendre un navigateur, vous allez sur le site cours.fr, vous cliquez ici au niveau de la section Java, puis à ce niveau-là, au niveau de la sous-section Java EE. Normalement, vous arrivez sur le tuto, et donc à ce niveau, vous avez le chapitre relatif au mapping de l'héritage. Bon, pour ce qui est de l'héritage, je pense que je n'ai rien à vous apprendre, hein. On est bien en train de parler du concept de programmation orientée objet, qui nous permet de factoriser un certain nombre d'attributs et de méthodes au niveau d'une classe de base. Ensuite, on va définir des classes dérivées, qui vont s'appuyer sur cette classe de base et rajouter un complément d'information. Bon, nous maintenant, il faut comprendre une chose. On est en train de parler de JPA, donc de persistance. En termes de persistance, il n'y a que les attributs qui m'intéressent. Les méthodes, je fais un petit peu l'impasse dessus. C'est pour ça qu'au niveau du comportement associé aux méthodes, je n'ai rien mis dans ce diagramme UML. Très bien. Bon, dans tous les cas, on va continuer avec notre site de vente en ligne. Et donc, je vous propose de gérer les paiements. Donc, pour pouvoir accepter des paiements sur notre site de vente en ligne, on va avoir besoin de définir une classe, classe de base, on va l'appeler Payment. Tout paiement aura une clé primaire, on va l'appeler ID Payment, un montant et une date de paiement. Maintenant, il faut comprendre qu'on pourra avoir plusieurs types de paiements, pourquoi pas des paiements PayPal ou des paiements par carte de crédit. On peut même envisager d'autres cas, donc je vous laisse rajouter des classes si vous avez d'autres cas qui vous viennent en tête. Et donc, pour chacun des types de paiements qu'on va considérer, on va dériver une classe de Payment. On retrouve ici un Payment PayPal, un PayPal Payment. On retrouve un Credit Card Payment à ce niveau-là. Chacun des types de paiement rajoute ses propres attributs. Ici, un numéro de compte pour ce type de paiement-là. Et pour des paiements par carte bancaire, on aura besoin d'un numéro de carte et d'une date d'expiration. Pourquoi pas? Si vous avez envie de rajouter des attributs complémentaires, vous pouvez le faire. Bon, si vous voulez stocker les valeurs qui seront dans vos instances et qui seront basées sur cette hiérarchie de classes, vous avez trois solutions qui vous sont proposées par JPA. Vous avez trois techniques, trois stratégies pour mapper l'héritage. Alors, quelles sont ces trois stratégies? Donc, très rapidement, on a la première stratégie, c'est une table pour toute la hiérarchie. Deuxième stratégie, la stratégie Join Table, table jointe si vous préférez en français. Et après, on aura une dernière stratégie dite une table par classe concrète. Alors, pour comprendre ces trois stratégies, le mieux c'est de les prendre une par une et de les analyser. Donc on va commencer par la première stratégie, une table pour toute la hiérarchie de classes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de base de données, on va avoir qu'une seule table dans laquelle on va pouvoir stocker toutes nos instances. Regardez, ici j'ai créé donc une table, elle s'appelle T-Payments. Si on regarde bien mes trois premières colonnes, en vérité, elles correspondent aux attributs de notre classe mère. Donc on aura bien une clé primaire, ID Payment, on aura un montant et un Payment Date. Par contre, il va me falloir une autre colonne qui jusqu'à présent n'apparaissait pas dans mon diagramme UML. L'existence de cette chose-là n'est qu'au niveau de la base de données, pas au niveau de vos classes. C'est ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant, c'est une colonne qui va me permettre de connaître la nature du type considéré. Nous, côté Java, comment on connaîtra la nature du type? On le connaîtra par le biais de la classe qui aura été instanciée. D'accord? Mais en termes de stockage, on a besoin de savoir si c'est un paiement PayPal ou un paiement par carte bancaire. Donc du coup, on a ce discriminant, c'est un entier, pourquoi pas? Ensuite, on aura quoi? On aura l'ensemble des attributs qui sont définis au niveau des classes dérivées. Notez que sur mes deux classes dérivées, j'ai au total 3 attributs. Le numéro de compte PayPal, le numéro de carte pour un paiement par carte et sa date d'expiration. Et je me dois de définir l'ensemble de ces colonnes au niveau de ma table, me permettant de mapper mon héritage. Maintenant, comprenez, pour un paiement particulier, je ne vais pas utiliser 100% de mes colonnes. Ça va dépendre de sa nature. Donc regardez ici, j'insère des paiements. Et donc mon premier paiement, vous voyez, donc il est d'un montant de 1295 €. Il a été fait maintenant.
Je n'ai pas spécifié de clé primaire parce que la clé primaire est en auto-incrément. Très bien. Par contre, ici, j'ai ma valeur pour le discriminant. Un paiement de valeur 1 sera associé à un paiement PayPal. Et donc ici, je n'ai que des informations par rapport à ce type de paiement-là. C'est-à-dire que les colonnes associées aux autres types de paiements seront laissées à nul. Comprenez que si vous avez un grand nombre de classes dérivées, il se peut qu'il y ait beaucoup de colonnes qui soient non affectées pour un enregistrement donné. Il se peut qu'il y ait beaucoup de nuls. Bon, ici, vous avez l'autre cas, hein, c'est un paiement de type par carte bancaire. Et donc, à ce niveau-là, j'ai bien rien pour les informations relatives à un paiement PayPal. Par contre, j'ai initialisé un numéro de carte bancaire. Bon, c'est un numéro bidon, bien entendu, hein, et une date d'expiration, pourquoi pas. Bon, il faut jouer ça en base de données. Regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce code. CTRL-C. Je vais reprendre le projet qu'on avait mis en œuvre lors des tutos précédents. On avait vu tous les mappings possibles pour les associations de type one-to-one, one-to-many, et ainsi de suite. J'ai repris ce TP et j'ai rajouté 2-3 petites choses. On va y revenir dans quelques instants. Par contre, on y retrouve bien notre fichier de construction de base de données. On avait tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Regardez, je rajoute mes informations par rapport à la base de données et au paiement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une console, je vais me placer dans le workspace correspondant à mon projet. Je descends dans le projet sur lequel je suis en train de travailler et donc je me connecte à ma base de données et je relance mon script. Si vous avez la moindre question sur les manips que je suis en train de faire là, sachez que tout ça, je l'ai déjà bien traité dans les tutos précédents, donc je vous renvoie à minima vers ce tuto-là pour éventuellement se familiariser avec ces mécanismes-là. Bon, dans tous les cas, je viens de reconstruire ma base de données avec ma table relative au paiement. J'ai ici un certain nombre d'informations, c'est parfait. Maintenant, comment j'exploite tout ça? C'est ce qui vous est dit un petit peu plus bas dans le document. Et donc, l'essentiel de ce dont j'ai besoin se retrouve ici. On va avoir des classes de paiement. Vous allez voir, j'ai rajouté 3 classes. Une classe Payment, qui correspond à ma classe de paiement que je vous ai proposée à ce niveau-là. Et puis 2 autres classes pour mes 2 types de paiement. On va y arriver. C'est donc ici que je retrouve ces informations. Et donc, ce qu'il va falloir rajouter sur ces classes, c'est un certain nombre d'annotations JPA, vous vous en doutez. Hein. Donc bien entendu, c'est une entité. Pour ce qui est de la table, en vérité, on n'en a qu'une seule pour tous les types de paiements. Donc ici, on va avoir une annotation table qui va pointer une table qui s'appellera T_payments. Ce qui est important, c'est surtout la stratégie. Donc on a dit qu'il y avait 3 stratégies possibles. Ici, j'utilise l'une de ces stratégies. Et donc c'est single table. Et puis, ce qu'il faut qu'il sache, c'est quelle est la colonne qui lui permet de déduire la nature du paiement, la fameuse colonne de discriminant. Grâce à l'annotation discriminator column, je vais pouvoir lui dire que ma colonne de discriminant, c'est discriminator. Je lui dis que c'est un entier, hein. Un discriminant, ça peut être une chaîne de caractères, un entier, c'est à vous de décider. Et à partir de là, au niveau des classes filles, il me suffira de dire qu'on a bien des entités, donc on est mappé avec JPA. Mais surtout, il faudra préciser quelle est la valeur de discriminant. Vous voyez ici un paiement PayPal, pour être en lien avec ce que j'ai stocké en termes de base de données. Hein. On avait dit que des paiements de type PayPal, c'était bien la valeur 1. On va être cohérent avec tout ça. Et donc ici, mon discriminator value, c'est 1. Sur la classe Credit Card Payment, mon discriminator value, c'est 2. Et donc, grâce à ça, il va être en mesure de pouvoir mapper mes données entre la base de données et mes classes héritées. Regardez, j'ai commencé à préparer mes classes à ce niveau-là. Bon, les classes, rien de bien méchant. On y retrouve nos attributs. Bon, notez que j'ai déjà mis ici qu'il y avait une clé primaire, ça c'est déjà fait. Et j'ai mes getters, mes setters et mes toString. Très bien. J'ai décidé que payment était une classe abstraite. Pourquoi pas? Il ne me reste plus qu'à rajouter l'ensemble des annotations qui étaient ici. Alors attention néanmoins à un point.
J'ai fait CTRL-SHIFT-O pour rajouter les imports. Je vous disais attention à un point. Ma classe ici, effectivement, elle est abstraite. Donc je ne peux pas produire de new payment au sens strict du terme. Je peux avoir des paiements dérivés, mais pas des paiements utilisant directement cette classe-là. Donc du coup, comme je ne peux pas avoir d'instance, je n'ai pas besoin d'avoir de valeur de discriminant. Par contre, si jamais vous enlevez le abstract à ce niveau-là, il faudra aussi éventuellement dire quelle est la valeur qui permet d'identifier un paiement de nature de nature strictement paiement. D'accord, qui ne soit pas un paiement PayPal ou qui ne soit pas un paiement par carte bancaire. Bon, moi je préfère rester sur cette approche de classe abstraite. Je veux savoir quelle est la nature de mon paiement et donc j'ai juste qu'à dire quelle est la colonne de discriminant. Je sauvegarde. Ensuite, pour mes autres classes, j'ai juste à rajouter le fait qu'on a affaire à des classes qui sont des entités JPA et la valeur de discriminant à considérer. Je fais pareil pour Credit Card Payment. Voilà. Et donc je change juste la valeur ici. Ça, c'est des paiements avec un discriminant de valeur 2. Du coup, il ne vous reste plus qu'à tester tout ça. Vous retrouvez un petit extrait de code de test ainsi que les classes que je viens de vous montrer à ce niveau-là. Oui, bien entendu, il faut modifier la configuration JPA pour ajouter vos nouvelles entités. J'ai déjà fait cette petite manipulation. Bien entendu, on est correctement configuré à notre base de données MariaDB. Ici, on retrouve le fait qu'on a un moteur Hibernate pour ce qui est de l'implémentation utilisée. Tout ça, c'est parfait, c'est en place. Et donc, je vous disais, ici, je vous propose un petit exemple de code. Et notez que j'ai déjà travaillé cet exemple ici. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait? On va exécuter une requête de type JPQL. Java Persistence Query Language. Attention, JPQL, ce n'est pas du SQL. C'est un langage de requêtage objet. Donc ce que je requête, ce sont des objets, pas des tables. Donc ici, je parle bien de payment. Et il faut savoir que JPQL, c'est un langage qui est dit polymorphique. C'est-à-dire qu'il supporte les relations d'héritage. Quand je dis ici que je veux toutes les instances de type payment, c'est toutes et ce, quel que soit leur type, que ce soit des credit card payment ou des PayPal payment. Donc ici, par polymorphisme, je vais récupérer dans ma collection des paiements de nature diverses et variées. Regardez, là j'avais récupéré ma query, j'exécute ma query en faisant un getResultList, je récupère ma liste, et pour chacun des paiements, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais afficher le nom de la classe qui aura été instanciée pour charger ce paiement. Ça me permettra bien de voir si on est polymorphique ou pas et si on a bien des paiements de type Credit Card Payment ou PayPal Payment. Deuxième chose, à ce niveau-là, j'affiche le toString de mes objets et donc je devrais avoir les informations relatives à chaque type de paiement. Notez que dans les deux cas, je fais un appel à super.toString, donc les attributs communs sont pris en charge par ce toString-là. Regardez, il n'y a plus qu'à tester. Je prends mon projet, je l'exécute. Et normalement, vous devriez récupérer vos deux paiements. Regardez, ici, j'ai bien un PayPal Payment et ici, j'ai bien un Credit Card Payment avec les valeurs qui vont bien pour chacun des types de paiement. Donc très bien, il semble que tout fonctionne correctement à ce niveau-là. Du coup, qu'est-ce qu'on peut peut-être reprocher à cette stratégie? Si vous faites avec cette stratégie un petit select, vous apercevrez qu'il y a quand même un petit souci sur la table, c'est qu'on peut avoir beaucoup de valeurs nulles. Donc du coup, ça peut vous coûter un petit peu de temps, un peu de place, excusez-moi, en termes de base de données. On a de la perte. Il y a beaucoup de colonnes qui certainement seront mises à nul. Plus vous aurez de classes dérivées, plus vous aurez de nuls. Par contre, avantage, on ne va pas faire de jointure. Il me suffit simplement d'avoir l'identifiant du type du paiement considéré et normalement, je peux charger l'intégralité des données d'un paiement. Histoire de comparer avec les autres stratégies, je vous propose de suite de passer à une autre stratégie. Donc regardez, je descends un petit peu plus bas. Deuxième stratégie, je vous avais dit, on a la possibilité de faire du join table, on va y revenir, mais des tables jointes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure en base de données va être légèrement différente. Au lieu d'avoir qu'une seule et unique table pour toute la hiérarchie, je vais avoir ici une table T-Payments. Dans cette table, je retrouverai toutes les informations relatives à mes paiements, mais en tout cas les informations communes, à savoir l'ID Payment, le montant et la date de paiement. Notez que j'ai commencé à rajouter ici deux paiements, un de 1 295 € et un autre de 245 €. Très bien. Et ensuite, je vais avoir deux autres tables. Et le but de ces tables-là, c'est de faire une jointure sur la clé primaire de T-Payments. Et donc, cette information-là sera mise en relation avec des données dans la table associée au type parent. Très bien, on retrouve ici la clé de référence qui permet de faire le lien avec la clé primaire de la table parente. Eh bien regardez, je récupère ce code. Je le copie, je reprends mon script SQL et je remplace toute la partie relative au paiement. Je prends ma console et j'exécute ce nouveau script. Donc fatalement, la table de tout à l'heure a été détruite et on a reconstruit des nouvelles tables. Si je m'arrêtais là, on est bien d'accord, il n'y a plus rien qui marche. C'est normal, je vais avoir une exception et c'est bien normal. La stratégie définie dans le mapping ne correspond plus à la structure de table en base de données, donc il n'est pas capable de recharger mes datas. En gros, là, il vous dit bien, il cherche un account number par exemple, au niveau de la table T-Payments, mais il n'y en a plus. Dans T-Payments, je n'ai plus que quoi? Je n'ai plus que ces trois colonnes-là. Le account number a été basculé sur la table relative au paiement PayPal. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est modifier le mapping. Alors, pour ce qui est du mapping, rien de bien compliqué. On va encore une fois procéder avec un certain nombre d'annotations. Ça va ressembler pas mal à ce qu'on a fait, mais avec quelques petites nuances. Donc déjà, premièrement, ce qu'on voit, c'est que sur la table de base, on a changé la stratégie. Donc maintenant, c'est une stratégie de type joined. On est d'accord, tout paiement aura au moins un certain nombre d'informations, et à savoir 3, qui seront stockées dans la table associée à des paiements, qu'ils soient par carte bleue ou par PayPal. Donc ça veut dire que j'ai quand même besoin, malgré tout, de cette table. Donc on va conserver la table T-Payments. Il y a juste ça à modifier en vérité, et ça vient en remplacement de ce qu'on avait tout à l'heure au niveau de la stratégie et du discriminator column. On n'en a plus besoin. J'ai juste besoin d'avoir ma stratégie. Bon, avec un petit CTRL SHIFT O, j'enlève les imports inutiles. Ça, c'est réglé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il faut rajouter la table associée à chacune des classes filles. Tout à l'heure, on n'en avait pas, rappelez-vous. Donc, il faut rajouter une table. Et ce qu'il faut aussi, surtout, c'est lui dire quelle est, dans la nouvelle table qu'on est en train d'ajouter, la colonne qui va faire la jointure avec la table principale des paiements. Et donc, dans mon cas, c'est ID Payment. On est bien d'accord, au niveau de la base de données, à chaque fois, j'avais un ID Payment à ce niveau-là qui me permettait de faire ma clé de référence, ma foreign key. Donc du coup, je copie-colle ces deux lignes, je reviens au niveau de mes classes dérivées et je remplace le code devenu inutile par le nouveau. Donc on a bien la table T PayPal Payments et on a bien ici la clé de jointure qui correspond à la clé primaire sur la table principale. Regardez, je reviens ici, je fais la même chose, je récupère ces deux lignes-là, j'en fais de même pour les paiements par carte bancaire. Voilà, un CTRL SHIFT O pour enlever les choses inutiles et rajouter les bons imports, c'est très bien. Du coup, comprenez que ce code, il n'a aucune raison de changer. Quelle que soit la stratégie de stockage en base de données, l'héritage, il n'y a qu'une seule manière de le voir en termes de Java. Donc du coup, le from payment, la requête JPQL qui est ici, elle devrait continuer à fonctionner et je devrais continuer à ramener soit des paiements de type PayPal, soit des paiements par carte bleue. On vérifie. Et effectivement, on récupère bien nos différents types de paiements. Bon, peut-être que vous êtes un petit peu surpris par l'ordre
dans lequel les choses ont été affichées, mais ça dépend de la requête qui a été envoyée en base de données, et on fait confiance à JPA de ce point de vue-là. Bon, dans tous les cas, on a bien récupéré l'ensemble des paiements, et donc les informations associées. Alors, par rapport à la stratégie précédente, notez que cette fois-ci, on n'a plus de pertes sèches. Il n'y a plus de colonnes qui sont non initialisées et qui restent à nul. Elles ont disparu, ces valeurs-là. Donc du coup, c'est certainement un petit peu plus compact en termes de support de stockage au niveau du disque dur. Par contre, on a rajouté des jointures. Donc ça veut dire qu'il faudra laisser à votre moteur de base de données le temps de réaliser ces jointures. Donc du coup, ça pourra prendre un petit peu plus de temps. Bon, à vous de voir quel est l'aspect qui vous intéresse le plus en fonction du besoin. On avait dit qu'il y avait une troisième stratégie. Eh bien, je vous propose de tester cette troisième stratégie. Donc, on descend encore un petit peu plus bas. Là, on retrouve tous les codes que je viens de vous présenter. Et donc, la dernière stratégie, si vous voulez, dans une certaine mesure, c'est un petit peu l'intermédiaire entre les deux solutions que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de perte sèche. Donc je ne veux pas de colonnes qui me permettent d'avoir des valeurs nulles de manière inutile. Mais ce que je veux aussi, c'est de ne pas avoir de jointure. Donc on va faire quoi? On va créer autant de tables que de types concrets que vous allez manipuler. Et dans chacune des tables, on remettra 100% des attributs que l'objet va porter. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que par rapport au type de base dans lequel nous avions 3 attributs communs, l'ID du paiement, le montant et la date, ça veut dire que ces 3 informations-là devront être recopiées systématiquement dans chacune de vos tables de paiement. On va dupliquer, c'est ce qui évitera la jointure. D'accord? Par contre, on n'aura que les attributs souhaités. On n'aura pas les attributs des autres types de paiement et donc on n'aura pas de perte sèche. Donc en termes de base de données, ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que je vais ici avoir juste 2 tables. Alors pourquoi moi je n'ai que 2 tables? Parce que j'ai fait un choix. Mon choix, c'était de dire que ma classe paiement était abstraite. Si jamais ça n'avait pas été le cas, si je veux une classe concrète et si je veux pouvoir faire des new payments, dans ce cas-là, il faudra rajouter une 3e table, pourquoi pas T-payments, qui ne possédera que et uniquement que les attributs d'un paiement non spécifié. Bon, pour ma part, elle est abstraite, donc cette table, je ne la considère plus. Donc il me reste 2 tables. T-PayPal Payments et T-Credit Card Payments. Ce qu'on constate, c'est que les attributs communs sont bien dupliqués dans chacune des tables. Ensuite, on rajoute les attributs qui sont spécifiques à chacun des types de paiement. J'insère ici un paiement par PayPal, excusez-moi, et un paiement par carte bancaire. Bon, regardez, je récupère ça et je copie-colle tout ça dans mon script de reconstruction de base de données. Parfait. Je sauvegarde, je rejoue le script en base. A priori, tout a l'air d'avoir correctement fonctionné, il n'y a pas l'air d'y avoir d'erreur. Par contre, je refais la même remarque que celle que j'ai faite tout à l'heure. Si là, vous vous arrêtez à cette étape-là et que vous essayez de relancer le programme, plus rien ne marche. Encore une fois, le mapping ne correspond en aucun cas à ce qu'il y a en termes de base de données. Donc du coup, il n'arrive pas à trouver les informations nécessaires. Et notamment, là, il cherchait à avoir une table T-Payments et il vous dit « elle n'existe pas ». Donc c'est normal. Donc on va poursuivre la manipulation et donc on va correctement définir le mapping. Et donc, qu'est-ce que je dois changer en termes de mapping? C'est assez simple. Notez que là, j'ai la classe de paiement. Donc encore une fois, c'est une entité, mais comme ma classe est abstraite, notez qu'il n'y a pas de table associée. J'ai juste la stratégie de type table per classe. Ensuite, on va avoir tous les types dérivés, et pour chacun d'entre eux, il me suffira simplement de définir la table dans laquelle l'ensemble des attributs devront être persistés. Regardez, je récupère cette ligne, et je reprends ma classe principale. Je remplace avec ma nouvelle stratégie. Ensuite, on devait avoir les tables qui devaient être associées à ce niveau-là. On n'a plus besoin de colonnes de jointure, il n'y a plus de jointure. Donc, je supprime mes jointures et je garde la table dans laquelle je dois avoir 100% des colonnes.
J'ai refait un petit CTRL-SHIFT-O pour enlever les imports inutiles. Notez qu'à ce niveau-là, je refais exactement la même chose. Je supprime cette ligne-là, CTRL-SHIFT-O et CTRL-S. Par contre, il y a un problème. Il y a un petit problème là dans l'équation qui fait que ça ne va pas marcher. Regardez, je lance directement le programme et donc je l'exécute. Et là, comme vous le constatez, on a un petit souci. D'où vient le souci? Le souci, il est un petit peu subtil quand même. Il n'est pas si simple que ça à comprendre. En tout cas, moi, la première fois, j'ai un petit peu bataillé. Mais on a 3 tables en base de données. On a 2 tables, excusez-moi. J'ai une classe abstraite pour la première, donc je n'ai que 2 tables. Ces 2 tables, là, momentanément, j'ai des clés primaires. Ce qu'il ne faut surtout pas que je dise à ce niveau-là, c'est qu'elles sont en auto-incrément. Pourquoi? Parce que si chacune des tables gère elle-même l'identifiant unique du paiement, je risque d'avoir des doublons d'informations. C'est-à-dire que je risque d'avoir 2 paiements qui auraient comme ID 1. Un pour les paiements PayPal, un autre pour les paiements par carte de crédit. Donc vous aurez noté déjà ici, je n'ai pas mis auto-incrément. Ça veut dire que c'est plus le moteur de base de données qui va gérer la génération des valeurs, c'est notre ORM, c'est JPA qui va le faire. Et dans notre cas concret, c'est Hibernate. Et donc ça, il faut lui dire ici. C'est le identity ici qui ne va pas. D'accord? Là, ça voulait dire je laisse faire la base de données. Et donc, c'était l'auto-incrément qui gérait jusqu'à présent. Ça, il faut le changer. Il faut qu'on passe sur un type de génération de type séquence. Et donc, ce n'est plus la base de données qui va définir ces informations-là. Je change juste cette information. Je reprends mon programme. Je le relance. Et regardez, tout remarche comme il y a encore quelques minutes. Et donc cette fois-ci, on a testé la 3e stratégie. J'insiste, je répète, l'avantage, j'ai pas de jointure. Notez aussi que je n'ai pas de perte sèche. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est forcément la meilleure solution, parce qu'il y a d'autres problématiques. Imaginez, si vous voulez récupérer la somme de tous les paiements du jour, là c'est un petit peu compliqué. Parce que les paiements du jour sont à moitié stockés dans cette table et à moitié stockés dans cette table-là. Donc il faut que je requête ces 2 tables-là pour récupérer tous les paiements. C'est vrai qu'avec les stratégies précédentes, quand on avait une table commune, je pouvais, sans même aller voir ni cette table-là, ni cette table-là, avoir la somme de tous les paiements du jour. Il me suffit de regarder la date et il me suffit de sommer tous les montants en question. Et du coup, j'ai bien le total facturé, encaissé aujourd'hui. Donc pour certains types de traitements, cette dernière stratégie qu'on vient de voir ne serait pas forcément la plus subtile. Donc tout dépend un petit peu du besoin. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que JPA supporte ces 3 stratégies et que vous pourrez, en fonction de vos besoins, opter pour l'une ou pour l'autre. Pour être clair avec vous, moi, la plupart du temps, la stratégie pour laquelle j'opte assez souvent, c'est la stratégie numéro 2, c'est celle des tables jointes, donc c'est celle qui est présentée ici. Et donc avec ce type de mapping, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est celle avec laquelle moi je travaille le plus couramment, mais le mieux c'est d'adapter tout ça en fonction des besoins. Bon voilà, j'espère que ce tuto a été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et à repartager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.